La crise de la citoyenneté et ses conséquences dans la gestion de la chose publique, tel est le sujet de ce jour que nous allons aborder une fois de plus avec le professeur Guy Robert Silou. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. Nous allons parler de la crise de la citoyenneté, ses conséquences dans la gestion de la chose publique. Crise de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette crise, cette définition de cette phrase, crise de la citoyenneté? Mais avant de répondre à cette question, je vais essayer de balayer rapidement un peu la genèse du sujet. Et à partir de là, on pourrait voir un peu plus clair. Et en partant de la manière dont je vais présenter les choses, ça peut aussi susciter des réactions des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faudrait se dire que on a connu une société dite féodale. Après la société féodale, on a connu des monarchies. Après les monarchies, on a connu l'avènement des républiques. Qui dit république, dit démocratie. Et donc la république va mettre fin à un ordre, si vous voulez, ordinal. C'est-à-dire qu'on va passer de la société des castes, qu'on a connu par exemple en Inde, on va tomber dans des sociétés qui sont structurées politiquement de manière différente. Et dans cette nouvelle structuration, on va voir apparaître ce qu'on peut considérer comme étant le citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est un individu qui entretient des liens avec sa communauté politique. Et derrière ce concept de citoyenneté, bien sûr, il peut avoir des ramifications avec la nationalité, mais il s'agit quand même de deux notions qui sont complètement différentes, mais complémentaires. Et ça, on met ça de côté. Ce que je souhaiterais que nous puissions entendre, c'est que lorsque on est au niveau de la citoyenneté, il y a certaines valeurs qui fondent ce concept de citoyenneté. Et une des valeurs, c'est le civisme. C'est-à-dire que un citoyen, il a des droits et il a des devoirs. Le droit, c'est vous qui êtes juriste de formation, vous voyez très bien que les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons sont traversées par les règlements, c'est-à-dire les normes, les lois, les règlements, les décrets, les ordonnances, qui essayent justement de socialiser les individus qui doivent faire membre et faire corps avec l'ensemble de la société, pour ne pas dire la communauté politique, la communauté nationale. Parce que l'individu ou l'homme, avec H majuscule, l'homme est un animal social et en même temps c'est un animal politique. En dehors du civisme, vous avez ce qu'on appelle les civilités, qui est aussi une valeur de la citoyenneté. Et derrière cette civilité, ça me fait penser à l'Académie du bon sens. C'est-à-dire que là, on n'est que sur le bon sens. C'est-à-dire que la courtoisie fait partie des civilités. Or, il s'avère qu'on constate qu'il y a de plus en plus des actes d'incivilité. Le droit d'aînesse, savons-nous toujours ce que c'est dans nos sociétés aujourd'hui? Ben, ici, il n'y a pas ce phénomène, mais je vais replacer ça dans des contrées qui sont un peu plus lointaines. On constate par exemple dans les métros, dans les bus, les transports en commun, que lorsqu'il y a une femme qui est par exemple enceinte, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté, qui ne va pas chercher à céder sa place à cette personne qui est en situation de fragilité, je vais le dire ainsi. Et donc, sans parler de problèmes de respect, mais quand je dis le respect sur toute sa longueur, le respect de l'horaire, la ponctualité, ça fait partie des civilités. Or, il s'avère que dans nos sociétés, ce sont plutôt des incivilités qui ont tendance à prendre forme et corps. Mais en dehors de ça, vous avez la solidarité qui est une autre valeur de la citoyenneté. Et ça, c'est vraiment très très important, cette solidarité, parce que Tocqueville le disait, Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire que en 1776, il avait déjà publié une œuvre majeure intitulée De la démocratie en Amérique. Et dans cette œuvre majeure, que dit-il grosso modo? Il dit que il faudrait bien, il a vu l'émergence de cette démocratie et donc des nouvelles républiques. Mais en même temps, il met l'accent sur le fait que la démocratie ne peut pas être que politique. On ne peut pas être que sur les droits civiques et autres, c'est-à-dire le droit de vote, le droit d'être éligible soi-même et ainsi de suite. C'est important, c'est primordial. Mais derrière, vous avez des libertés fondamentales propres à chaque individu. En dehors de ces libertés fondamentales,
on retrouve quand même aussi, comme le dit Tocqueville, la démocratie politique doit être couplée à la démocratie sociale. Et cette démocratie sociale, on voit ça au travers la fiscalité. La fiscalité, elle est à la fois verticale, elle est aussi horizontale. Lorsque je suis suffisamment riche, je dois payer plus d'impôts pour répondre aux desiderata de la société dans sa globalité. Et donc, il y a une solidarité qui s'installe de manière, si vous voulez, un peu contrainte. Mais c'est l'État qui dispose justement de ce pouvoir de violence légitime, comme le dirait Max Weber. Et donc, c'est à l'État qui va nous contraindre, justement, via la fiscalité, d'entretenir des liens avec les autres membres de la société. C'est une contrainte légale. C'est une contrainte légale. Et donc, on se rend bien compte que cette solidarité, elle est indispensable parce que, aujourd'hui, lorsque je suis en République démocratique du Congo, il y a tellement de risques sociaux qui ne sont pas pris en charge par les autres membres de la société. Autrement dit, directement, ce sont les pouvoirs publics qui ne prennent pas cela en charge. Ces risques sociaux sont lesquels? Le chômage. Le chômage est un risque social. À tout moment, les uns et les autres, nous pouvons nous retrouver au chômage. Mais lorsque nous sommes au chômage, bénéficions-nous des indemnités de chômage dans notre pays? Non. Ce qui veut dire que lorsque vous sombrez dans ce fléau, parce que là je dis bien fléau, lorsque vous êtes au chômage, vous n'avez plus de revenus, ben c'est la pauvreté qui vous guette. Qui dit pauvreté, dit aussi un problème de contrôle social. On peut sombrer dans la criminalité, dans la délinquance et ainsi de suite. Et donc là, on revient sur le problème des incivilités, mais qui prennent encore une autre dimension au point que ça puisse devenir des crimes. Et donc, on se rend bien compte que j'ai dit le chômage est un risque social. La maladie est un risque social. Il y a des efforts qui sont maintenant entrepris, par exemple, pour ce qui concerne la maternité qui devrait devenir gratuite. Mais la grande question qu'on pourrait se poser pour voir toujours cette idée de solidarité, mais quand je dis solidarité derrière, on entrevoit le concept de citoyenneté, la gratuité de l'accouchement, c'est une bonne chose, mais sauf que la question qu'on doit se poser, combien ça va coûter à la nation, cette gratuité? Et non seulement combien ça va coûter, comment va-t-on financer cette gratuité? Mais vous voyez bien qu'on ne peut financer cela que par le budget. Or, le budget d'un État, il se compose de quoi? Il se compose des recettes et des dépenses. Et les recettes, on est sur les recettes majoritairement, les recettes fiscales, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires. Donc, vous vous rendez bien compte que la citoyenneté est un concept qui est majeur dans nos sociétés parce que ça nous permet de garantir l'insertion de chaque individu. Parce que dans une société, comme on va s'en rendre compte, on aura toujours ce côté individualiste qui risque d'être en opposition avec le côté collectif. Or, la citoyenneté est une notion qui est beaucoup plus collective. Et cette communauté doit être entretenue. Voilà pourquoi le rôle des pouvoirs publics est vraiment majeur et fondamental. Oui, merci beaucoup. Je salue la participation dans cette émission Réflexivité de l'ASBEL Moloko, mouvement des leaders congolais, qui évolue qui fait la promotion des valeurs républicaines. Monsieur le professeur, je pose la deuxième question. Quelles sont les causes de la mauvaise gestion de la chose publique? Si on peut commencer avec l'avènement du libéralisme. Lorsqu'on dit le libéralisme en lui-même, le libéralisme, c'est un concept un peu fourre-tout. C'est-à-dire que vous allez retrouver le libéralisme politique, vous allez retrouver le libéralisme économique, mais vous avez quand même dans le concept de libéralisme quelques notions clés. Vous avez des notions, par exemple, de liberté, liberté d'expression, liberté confessionnelle. Je suis libre aujourd'hui d'appartenir à une confession religieuse et ainsi de suite. La liberté de penser. Hein, voilà, on en arrive là. Et même lorsqu'on bascule sur le plan du libéralisme économique, vous avez le droit de propriété et ainsi de suite. Mais sauf que lorsqu'on est sur, par exemple, le libéralisme économique, on se rend bien compte que dans la société, on a l'émergence d'une espèce qu'on appelle l'individu.
pour ne pas dire d'un nouveau concept qu'est l'individualisme. Et cet individualisme, vous voyez bien, risque d'être en opposition avec le collectif. Parce que selon les économistes libéraux, et particulièrement Adam Smith, il dit que l'intérêt particulier entraîne l'intérêt général. Or, dans l'émission précédente, on avait dit qu'il s'agit d'un sophisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un sophisme? C'est une phrase qui paraît être vraie, alors qu'elle est fausse. Bon, bien entendu, à tout bout de champ, on ne pourrait pas considérer que cette fameuse main invisible d'Adam Smith a toujours droit de citer dans nos contrées, dans nos sociétés contemporaines. Donc, si on prend aussi le cas de le clientélisme et la fin de la méritocratie, donc le clientélisme fait partie aussi de mauvaises pratiques dans notre pays. Mais vous savez, au niveau de la mauvaise gestion de la chose publique, il faudrait quand même que je revienne sur cette notion de la chose publique. Généralement, lorsqu'on parle de la chose publique, on est quelque part sur le concept de bien collectif. Oui. Bien collectif qui veut dire bien public. Oui. Qu'est-ce à dire? Le bien public a un certain nombre de critères, de caractéristiques. Ces critères, vous les retrouvez par exemple dans ce qu'on appelle la non-exclusivité. Non seulement vous avez cela, vous avez aussi la non-rivalité. Et donc, pour être précis, un bien collectif appartient à tout le monde, d'où le fait que c'est tout le monde qui doit contribuer à l'existence de ce bien collectif. Une route est un bien collectif. On ne peut pas attribuer la prise en charge d'une route par une entreprise privée. Peut-être pour gérer cette route, mais au prime abord, c'est un devoir qui incombe à l'État qui dispose de ce qu'on appelle en économie d'un monopole naturel. Là, il s'agit des monopoles naturels. Et donc, on se rend bien compte que ces biens collectifs qui sont non exclusifs, non rivaux, entraînent la présence de ce qu'on appelle les free riders, c'est-à-dire les passagers clandestins. Aujourd'hui, une route, même, tout le monde n'est pas appelé à payer des impôts, d'accord, pour qu'on puisse entretenir des routes ou pour qu'on puisse construire les routes. Mais il s'avère que tout le monde est appelé à utiliser les routes. Et donc là, vous avez ce phénomène de passagers clandestins. Et donc, cette chose publique, elle appartient à tout le monde, pour ne pas dire elle n'appartient à personne. Et la relation qu'on entretient avec ces biens publics varie en fonction de ce qu'on entend par être citoyen d'une communauté nationale. D'où les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, qui incarnent la citoyenneté ou qui enrobent et encadrent aussi la citoyenneté, c'est-à-dire le civisme, les civilités et la solidarité. Lorsqu'on perd ces notions-là, la gestion de la chose publique devient complètement kafkaïenne et on peut passer complètement à côté. Et ce que vous avez dit, nous plongeons tout droit vers l'individualisme. Ah ben oui, mais là c'est l'individualisme qui prend le dessus sur le collectif et là on tombe dans le sophisme auquel j'étais en train de décrier il y a quelques minutes. Et à l'absence aussi, il y a l'absence de la démocratie. La démocratie à demi-terme, c'est aussi une mauvaise situation où nous allons nous installer dans la mauvaise gestion. Ben, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la crise de la citoyenneté, entre autres, on va être par exemple sur un taux d'abstention qui ne cesse de baisser. Le taux d'abstention qui ne cesse de baisser. Mais pourquoi ce taux d'abstention j'ai dit qu'il ne cesse de baisser? Non, il faut me corriger. Qu'il ne cesse d'augmenter, au contraire. C'est un taux d'abstention qui ne cesse de croître. Pourquoi ce taux d'abstention ne cesse-t-il d'augmenter? Mais pour tout simplement parce qu'on n'a plus foi en une forme de démocratie, mais pas n'importe laquelle. On est sur ce qu'on appelle la démocratie représentative. Oui. C'est cette démocratie qui est souvent en crise. Mais pour éviter que ce taux d'abstention ne puisse vraiment nous décourager au sens large du terme, il faudrait peut-être recourir à d'autres formes de démocratie. On a par exemple la démocratie directe. Dans la démocratie directe, vous avez par exemple les référendums. C'est-à-dire de temps en temps, on va rechercher le peuple, on lui redonne ses droits les plus fondamentaux afin qu'il puisse s'exprimer librement. Mais on peut basculer aussi dans ce qu'on appelle la démocratie participative ou bien la démocratie délibérative. Donc aujourd'hui, dans nos démocraties, et là nous sommes au Congo,
celle qui est peut-être en crise, c'est la démocratie représentative. Et je vais le dire aussi, il y a les élections qui arrivent au mois de décembre. Regardons aujourd'hui, nous sommes dans un pays le moins avancé. D'accord? C'est-à-dire que, on est quasiment à la queue du peloton, parmi les pays les plus pauvres. Or, il s'avère que lorsque vous regardez, par exemple, les revenus des députés, généralement, selon ce qu'on peut entendre à gauche et à droite, ce sont des gens qui touchent à peu près 21 000 $. D'accord? C'est une belle somme. Or, le Congolais, qui est en bas de la pyramide, il a à peine 2 $ par jour. Les huissiers de la fonction publique à 150 $, salaire de base. Exactement. Et donc là, on se pose des questions sur cette démocratie représentative. On se rend bien compte que ces gens-là deviennent des privilégiés, et c'est le problème de toute société. Soit, jadis, c'était les élites qui étaient considérées comme étant des privilégiés. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont les membres de la classe politique qui deviennent des privilégiés. Et donc, cette démocratie représentative ne peut être qu'en crise, pour ne pas dire en faillite. Et donc là, il faudrait faire de telle sorte qu'on puisse redorer le blason pour faire de telle sorte que le peuple qui est en bas de la pyramide puisse aussi bénéficier des dividendes, s'il faut le dire ainsi, des richesses que nous avons tous en commun. Et aussi, monsieur le professeur, il faudra noter que le tribalisme participe aussi quelque part à cette mauvaise gestion de la chose publique. Mais lorsqu'on est sur le tribalisme vient contrer ce que nous pourrions entendre par la négation de la méritocratie. Lorsqu'on parle du tribalisme, on est dans ce qu'on appelle le clientélisme. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des tensions qui sont là. Des tensions qui existent entre les différentes communautés membres d'une société. C'est-à-dire qu'au sein d'une communauté politique, vous devriez avoir une forme d'alchimie pour essayer de concilier les sensibilités qui sont complètement différentes. Or, lorsque vous sombrez dans le tribalisme, dans l'ethnicisme et que sais-je encore, mais vous êtes en train de détruire complètement un pays. Et justement, c'est là où on se rend bien compte que cette crise de la citoyenneté ne peut devenir que abyssale. Monsieur le professeur Guy Robert, si vous permettez qu'on puisse avoir les questions à ce stade, je prends la question de nous donner la parole à Yasmine Lola, qu'elle pose sa question. Monsieur le professeur, y a-t-il un profil pour pouvoir gérer la gestion de la chose publique? Si oui, lequel? Y a-t-il, pardon, un profil qui peut gérer la chose publique? Tout à l'heure, dans les propos liminaires qu'on a eu à avancer, qui peut gérer la chose publique? On a fait allusion à un principe qui est là, celui de la méritocratie. C'est celui qui est le plus méritant. Et celui qui est le plus méritant, ce n'est pas seulement celui qui a fait des grandes études. C'est celui qui a des capacités d'entreprendre. C'est celui qui a des capacités de manager. C'est celui qui a des capacités d'innover. Et cela, généralement, on n'a pas de recette magique. Ça se passe comment? Par des concours. C'est le moyen qu'on a pu trouver jusqu'à présent pour que cela puisse nous permettre de nous départager de manière rationnelle, pour ne pas dire de manière neutre. Et là, on serait dans une forme de neutralité axiologique. C'est-à-dire que les concours administratifs qui s'imposent à tous de manière égale. Mais en même temps, c'est là où il y a toujours le revers de la médaille. Les concours ont toujours existé, mais il s'avère que ces concours-là peuvent nous entraîner dans une forme de bureaucratie. Or, la bureaucratie a aussi ses lourdeurs, ses lenteurs, et ainsi de suite. Et donc, à un certain moment, la machine est aussi crispée, elle est aussi grippée. Et donc, ce qui veut dire ceci, l'élitisme qu'on retrouve dans les concours et autres, cet élitisme peut être aussi nuisible, c'est-à-dire à l'efficacité. Et donc là, il s'agit aussi de tomber sur des personnes qui sont des personnes de valeur. On revient sur des valeurs que nous avons évoquées tout à l'heure. Et malheureusement, la méritocratie
est une condition, comme on le dit souvent en sciences économiques ou en sciences sociales, la méritocratie est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Vous pouvez être l'homme le plus compétent du monde. Lorsque vous êtes touché par l'hybris, qu'est-ce que les philosophes entendent par l'hybris? C'est le sens de la démesure. Lorsque vous êtes dans la démesure, effectivement, le mérite qu'est le vôtre sur le plan conceptuel, sur le plan intellectuel, risque de disparaître. Et là, comme on le dirait dans les évangiles, c'est Mammon qui risque de prendre la place sur la solidarité. Et c'est là où il faudrait faire attention. Il ne faudrait pas qu'on puisse mettre la méritocratie sur un piédestal, même si c'est un critère objectif, mais c'est un critère qui n'est pas toujours suffisant. Monsieur le professeur, avant de donner la parole à Junior Libondo, j'ai cette question. Le fait de réserver les entreprises publiques, la gestion de ces entreprises aux seuls politiciens après élection, nous sommes arrivés au pouvoir, seuls nos membres ont droit, nous partageons ces entreprises publiques. Ce n'est pas, on considère ces entreprises comme un butin de guerre alors. Seuls les politiciens peuvent gérer les entreprises publiques à l'issue de ces élections. C'est-à-dire que là, là, une crise de la citoyenneté aussi. Mais justement, c'est-à-dire que dans une société, on a parlé de la citoyenneté, mais dans une société, vous avez la classe politique et vous avez ce qu'on appelle généralement la société civile. Mais la société civile regorge également des personnes compétentes en la matière. Et je pense qu'il serait tout à fait judicieux de la part des responsables politiques d'aller chercher au sein de la société civile les gens qui sont nimbés d'un certain nombre de valeurs, comme je le disais tout à l'heure, non seulement de valeurs, mais aussi de compétences, qui seraient en même de bien gérer cette res publica, c'est-à-dire la chose publique. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le microcosme politique puisse être à la fois sur la détention des différents pouvoirs. Parce que dans une société, vous avez trois types de pouvoirs. Vous avez le pouvoir économique, vous avez le pouvoir social et vous avez le pouvoir politique. Oui. Or, il s'avère que le défaut que nous avons aujourd'hui dans notre société, la classe politique confisque, je dis bien confisque, ou s'accapare de ces trois types de pouvoirs. Oui. Je vais prendre un exemple. Monsieur Macron, il gagne en net, en salaire net, 8 500 € en net. Oui. Il n'a pas le pouvoir économique. Oui. Il n'est pas plus riche que Mbappé, les stars de football et que sais-je encore, du showbiz et ainsi de suite. D'accord ? Oui. Il n'est pas plus riche que les entrepreneurs innovateurs que nous avons cités tout à l'heure. Mais en revanche, il a le pouvoir politique. Lorsque le jour il a pris la décision de confiner tous les Français, tout le monde était confiné. Il a ce pouvoir-là. Mais il n'a pas le pouvoir économique. Maintenant, sur le pouvoir social, qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir social? Il peut l'avoir aussi dans une certaine mesure. Dans le pouvoir social, vous avez, si vous voulez, le prestige. Oui. Être président de la République, ça vous confère quand même une notoriété et une aura qui fait de vous quand même quelqu'un d'important dans la société. Donc vous voyez bien que la classe politique dans une société ne peut pas confisquer tous ces trois pouvoirs qui ont été justement classifiés par un certain Max Weber. C'est ça le tort, et donc ça risque d'engendrer une crise de la citoyenneté, parce que la classe populaire ne peut pas comprendre qu'une poignée d'individus puisse confisquer ce pouvoir-là, ou ces différents pouvoirs, au point de ne laisser que des miettes à la société civile. Oui, je donne la parole à Junior Libondo. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, si l'absence de la citoyenneté a des conséquences néfastes dans la gestion de la chose publique, est-ce que vous pensez qu'il y a un schéma classique pour essayer de retravailler sur la restauration des valeurs de manière à ce que les choses puissent avancer dans une société? Vous savez, tout être humain qui naît subit ce qu'on appelle une socialisation. Qu'est-ce qu'on entend par socialisation? La socialisation, c'est le fait d'acquérir les normes et valeurs qui sont propres à une société à un moment donné, aussi de l'histoire.
C'est ça le phénomène de socialisation. Mais la socialisation a ses mécanismes. Comment est-ce qu'on va éduquer? Comment est-ce qu'on va socialiser? Il y a 3 types de manières de socialiser un individu. Ça se fait de manière verticale, c'est-à-dire par inculcation. Les aînés inculquent certaines normes et valeurs aux plus jeunes. C'est ça la verticalité, par inculcation. Mais vous avez aussi le deuxième mécanisme, ça se fait par imitation. C'est-à-dire que les plus jeunes ont tendance à imiter les plus âgés. Ceux qui sont moins doués, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ceux qui sont un peu leur modèle en se disant mais je vais chercher à imiter celui-là. À la maison, pour ceux qui sont parents, on voit bien que les enfants, lorsqu'ils sont tout petits, ils cherchent à imiter papa. Quand il s'agit d'un garçon, la petite fille cherche à imiter maman. Elle voit maman en train de se badigeonner le rouge à lèvres et on va surprendre la petite fille en train de faire la même chose. Donc vous avez ce deuxième mécanisme par imitation. Troisième mécanisme par interaction. À un certain moment, l'enfant qui acceptait tout, à un certain moment, l'enfant va vous dire non. Et là, il commence à affirmer sa personnalité. Et comme le dirait Descartes, on est dans le je pensant. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire l'affirmation de l'individu. Or, il s'avère que cette socialisation ne peut pas être isolée, esselée. La socialisation s'accompagne systématiquement de ce qu'on appelle le contrôle social. Mais dans le contrôle social, vous allez retrouver aussi, une fois de plus, ce qu'on appelle le contrôle social interne et le contrôle social externe. Mais dans le contrôle social interne, c'est le self-control. J'ai appris à ne pas voler, mais il peut arriver dans ma vie que je puisse être tenté de voler. Et là, qu'est-ce que je me dis? Non. Par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation, je ne passe pas à l'acte, je m'abstiens. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle social interne. Mais vous avez le deuxième contrôle social externe qui se scinde en 2 parties. Contrôle social externe, vous avez l'informel. L'informel, c'est au niveau de la cellule familiale. De temps en temps, vous avez mis votre doigt dans le pot de confiture, vous vous faites attraper par papa ou par maman, vous pouvez recevoir une fessée. Je suis en train de le dire. De l'autre côté, s'ils suivent que je suis en train de dire que vous pouvez recevoir une fessée, la fessée de l'autre côté, elle est interdite. Oui. Bon, mais de toute façon, moi j'ai reçu quelques roustes, je me porte très bien, je ne suis pas déséquilibré, je ne suis pas débile. Oui. Donc ça, à mettre de côté. Et donc, le contrôle social externe, je l'ai dit, il peut être informel. Les amis peuvent vous faire des remarques. Oui. Vous vous comportez bien, un ami peut dire non, mais ça, ce n'est pas bien, non, non, il ne faut pas le faire. Ah, vous êtes bien habillé, bravo, et ainsi de suite. Et en dernière instance, vous avez le contrôle social formel. Et là, c'est l'État qui intervient avec la police, la justice. Et là, on est dans des sanctions négatives. Par exemple, lors des sanctions négatives, la police vous tombe dessus, vous êtes en prison. D'accord? Mais or, il s'avère que dans notre pays, on se rend bien compte que le contrôle social, il devient déficient. Ce contrôle social n'existe plus. Et voire même, on a inversé les choses. Il y a des enfants aujourd'hui qui nourrissent les parents. Parce que le taux de chômage est devenu tellement fort dans notre pays. Un enfant qui vous apporte à manger, vous aurez du mal à lui faire des réprimandes. Et donc, on se rend bien compte qu'on est en train d'inverser la spirale. Et donc, c'est là où je dis, il faudrait penser à cette socialisation, mais cette socialisation qui est suivie et accompagnée d'un contrôle social, et derrière, il y a ces différents types de contrôle, mais à la seule condition qu'à un certain moment, les pouvoirs publics puissent être vraiment au rendez-vous. Lorsque j'entends le président de la République dire que la justice en RDC pose problème, cela veut dire que le contrôle social formel, une partie de ce contrôle social n'est pas du tout au rendez-vous, n'est pas efficace. Et donc, c'est à revoir aussi. Lorsqu'il y a des gens qui sont emprisonnés, quelque temps après, on les voit sortir, quelque part, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et donc, ce sont ces genres de choses qui entraînent pas cette absence de la citoyenneté. C'est la crise. Parce que lorsqu'il y a absence de citoyenneté, vous êtes considéré comme un métèque. Oui. Qui dit métèque, il dit étranger. Donc, restons beaucoup plus sur le terme de crise de la citoyenneté. Merci. Et cette crise s'explique, entre autres, par ce problème de socialisation. Il y a une question de Ismaël Bissoukou.
Merci beaucoup, messieurs les professeurs. Ma question est celle de savoir comment un citoyen peut-il s'engager dans la vie politique et sociale dans un pays en crise de la citoyenneté? Mais il faut se dire la chose suivante. C'est là où il faudrait faire un distinguo entre ce qu'on peut appeler l'engagement politique au sens large. Tout à l'heure, j'ai parlé de la classe politique. Là, nous sommes sur un engagement spécifique à une action qui se veut formelle et qui se fonde sur la gestion des institutions. Mais il s'avère qu'au sein de la société civile, il y a aussi un engagement politique qui est là, mais avec une connotation beaucoup plus civile. Aujourd'hui, il y a des fondations, il y a des associations. Les organisations syndicales sont aussi engagées politiquement. C'est ça qu'il faudrait entendre. Être engagé politiquement, c'est pas seulement faire de la politique au sens où on l'entend. Oui. C'est-à-dire être député, être bourgmestre, être ministre, être président de la République. Bien sûr, c'est un engagement que tout le monde connaît, mais sauf que lorsque vous êtes membre d'une organisation syndicale, il s'agit d'un engagement politique. Lorsque vous créez une association, il s'agit d'un engagement politique. Mais sauf que là, c'est une organisation qui se fait au niveau de la société civile. Donc, on est tous, en tant que citoyens, en principe, on devrait s'engager pour lutter justement contre les dérives qu'on focalise sur le groupuscule politique au sens restreint du terme, c'est-à-dire la classe politique, les ministres et autres. Or, il s'avère que nous aussi, en tant que citoyens, nous ne sommes pas toujours exemplaires. J'ai souvent pris cet exemple, on est tous arrivés les uns les autres ici à Biwane, regardez sur les routes, c'est un véritable capharnaüm, c'est-à-dire c'est la jungle, c'est la loi du plus fort, personne. Le code de la route, qui le respecte à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa? Personne ne respecte le code de la route. Et d'ailleurs, je me demande même s'il y a des gens qui passent leur permis de conduire. Moi, je trouve même que c'est dangereux de conduire dans la ville de Kinshasa. Mais ça, ce sont des citoyens que nous sommes. Mais où sont les valeurs? On parlait tout à l'heure des civilités. Oui. La courtoisie sur la route, elle devrait exister. Et ça, c'est un engagement dans la société. Et donc, nous, en tant que citoyens, il ne faudrait pas seulement que nous puissions regarder la classe politique, que ça puisse être nos véritables boucs émissaires. Oui. Je ne suis pas en train de les dédouaner. Je suis en train tout simplement de répondre à votre question en disant que chacun de nous peut s'engager politiquement, étant membre du microcosme politique au sens restreint, comme étant membre de la société civile. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont quasi partagées. Oui, il y a la question aussi de Mardoché Didim. Ah! Mais je vais le dire de manière brève, mais ce qui ne devrait pas vous frustrer. Les enjeux de la citoyenneté, je pense que vous l'avez entrevu en filigrane, c'est le bien vivre ensemble. Ça, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire la cohésion sociale. La cohésion sociale. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre pays est agressé, attaqué à l'Est. Grâce à cette citoyenneté au sens noble du terme, tout le monde devrait se mobiliser pour lutter contre l'envahisseur. C'est ce que dispose même l'article 63 de la Constitution. Et très bien. Tout Congolais a les droits, lorsqu'il y a agression du territoire national, tout Congolais a les droits de défendre le pays. Et ça, c'est une cohésion qui ferait de nous une force tranquille. Mais en revanche, si on avance en ordre dispersé, si chaque citoyen, dans son individualité, essaie de tirer la couverture de son côté, là, c'est les liens sociaux se fissurent. Les liens sociaux partent complètement en lambeaux. Et là, c'est la cohésion sociale qui est complètement bridée en même temps, brimée, pardon, et par voie de conséquence, on risque de ne pas constituer une nation solide. Vous savez, lorsque vous allez dans un pays, analysez la société états-unienne.
qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Autrement dit, une intégration à la salade bowl. Vous allez retrouver des quartiers chinois, des quartiers des Blacks, des quartiers des Italiens, et ainsi de suite. Mais au final, le 11 septembre, vous étiez très très jeune, lorsque les tours jumelles s'effondrent suite à l'attentat terroriste d'Al-Qaïda. Mais c'est toute la nation états-unienne qui se mobilise au nom d'un idéal commun, l'idéal. Et cet idéal-là, on retrouve ça dans nos emblèmes, dans nos devises, et ainsi de suite. Lorsqu'on est en RDC, nous avons notre devise qui devrait nous rassembler. Nous avons nos couleurs, notre drapeau. On devait tous se mobiliser autour de ce drapeau. Et c'est ça les enjeux de la citoyenneté. Vivre ensemble. Mais vivre ensemble en tenant compte de ces valeurs, sans se répéter, du civisme, de la civilité et en même temps de la solidarité. C'est ça qui fait la force de ce concept de citoyenneté, tout en respectant les droits et les devoirs des uns et des autres. Monsieur le professeur, nous acheminons vers la fin de cette émission. Comment gérer la res publica? Mais comment gérer la res republica? Mais par le respect des institutions. Et là, je vous renvoie à un certain Montesquieu que vous connaissez très bien, Monsieur Kambala. Que dit Montesquieu? Il parle de la séparation des pouvoirs. Déjà, le jour où on apprendra à respecter cela, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif puisse exister comme tel, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, que le président puisse rester à sa place, que le Premier ministre issu de la majorité parlementaire puisse gouverner, on est déjà dans le respect de la Constitution. En dehors de ça, vous avez le pouvoir législatif avec nos deux chambres. Mais dans d'autres pays, moi je rajouterais, et ça existe ici, mais vous m'avez dit à juste titre que c'est une chambre qui n'était pas très très efficace. Les trois chambres, vous allez retrouver l'Assemblée nationale, le Sénat, et vous avez le Conseil économique, social et environnemental. Et donc là, c'est la société civile aussi qui est présente au sein de cet organisme. Lorsque ces institutions-là existent, mais ça permet justement de réguler la gestion de la chose publique. En dernière instance, vous avez la justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Mais on oublie souvent un quatrième pouvoir, la presse. La presse, bien entendu, c'est pas sur le plan formel, mais on s'est rendu bien compte que la presse états-unienne avait réussi à faire partir le président des États-Unis d'Amérique en la présence de Richard Nixon, qui a été, suite à l'affaire du Watergate, il a été obligé de quitter le pouvoir. C'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque ces institutions-là fonctionnent assez correctement, on peut se retrouver dans ce concept de citoyenneté au sens noble du terme. Face à la crise de la citoyenneté, quelle est la place de la sanction? Ben, vous savez, Monsieur Kambala, moi je dirais, face à la crise de la citoyenneté, la sanction ne peut être que négative, puisque là on a parlé de la crise. Parce qu'une sanction peut être positive. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions être en mesure de dire, voilà, un tel, une telle fait bien son travail. Et quand quelqu'un fait bien son travail, il faut qu'il y ait une sanction positive. Une sanction positive, ça peut être une gratification, ça peut être une récompense. Mais sauf que lorsqu'il y a la crise de la citoyenneté par rapport à la mégestion, mais là, il faudrait que la sanction puisse être négative. Et c'est le rôle. Tout à l'heure, j'ai parlé du contrôle social externe formel. Entre autres, c'est le pouvoir régalien qui devrait agir à bon escient. Si seulement si la justice n'est pas suffisamment forte, si la justice n'est pas du tout impartiale, on va se retrouver dans ce type de dérive. Et ça, il faudrait bien que les choses puissent être entendues. Quel est votre mot de conclusion, monsieur le professeur Robert? Ben, le mot de conclusion, la citoyenneté, disons, l'existence de la citoyenneté, c'est un plébiscite de tous les jours, de tous les instants,
comme pourrait le dire Ernest Renan, qui a réfléchi sur le concept de la nation. C'est-à-dire que nous avons tendance, et moi aussi, nous sommes tous pareils, à oublier que ce sont des choses qui doivent s'entretenir. L'amour de la patrie, ça doit s'entretenir. Lorsque je me sens victime des injustices de toutes sortes, lorsque je crie haut et fort des inégalités qui deviennent abyssales dans mon pays, lorsque je vis dans des taudis, pendant ce temps, juste à côté, il y a des gens qui roulent carrosse, il y a des sentiments de frustration qui sont tellement énormes au point de susciter quoi? Le découragement. Et en même temps, cette citoyenneté risque d'engendrer des comportements. Et là, je vais utiliser un terme de Norbert Elias, qu'on ne connaît peut-être pas très bien. Il parle en termes de décivilisation. Au lieu de parler de la civilisation, c'est le contraire. Et regardons ce qui se passe dans notre pays, M. Kombala. Il y a le phénomène Kuluna, c'est pas pour les excuser. On est toujours dans une approche compréhensive qui entraîne des explications. D'accord? Comprendre pourquoi certains comportements sont antinomiques aux valeurs qui sont valorisées dans une société. Pourquoi y a-t-il des transgressions? Pourquoi y a-t-il le phénomène de délinquance? Mais parce qu'à un certain moment, il y a des citoyens qui sont plus égaux, et là je suis complètement dans un euphémisme total, que les autres. Or, l'égalité doit prévaloir. Mais qui dit égalité ne dit pas égalitarisme, mais qu'il y ait au moins, comme le dirait John Rawls, une certaine justice sociale. Oui. Et cette justice sociale, elle est importante. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Nous remercions nos amis des Moloko, mouvement des leaders congolais, d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. À la prochaine.